Bien, bonsoir tout le monde. Alors, pour attirer un peu plus de monde à l'Assemblée générale, j'ai proposé de donner cette conférence qui est une version à peine modifiée d'une conférence que j'ai donnée à l'Université du Troisième Âge. C'est comme ça, chaque fois, je l'améliore un petit peu. Donc, les collègues de la Chaux-de-Fonds à qui je vais la donner mardi vous seront reconnaissants de l'effort que j'ai fait encore pour la mettre à jour ce soir. Voilà, donc en fait, c'est un peu le prétexte pour vous parler de certaines choses qui m'intéressent, en particulier les amibes. Euh, et puis, bah, vous allez voir, comme le titre l'indique, il est assez long le titre, il y a beaucoup de choses dedans, il y a des termes qui sont connus, d'autres qui sont moins connus. On parle de Gondwana, on parle de réchauffement climatique, et puis on parle donc ouais, d'histoire de la planète, on va parler aussi de conservation de la biodiversité. Comment est-ce qu'on arrive à mettre tous ces thèmes ensemble? Ça va être ça, c'est ce que vous allez voir. Donc en fait, on va parler donc de Gondwana, c'est-à-dire de l'histoire de la dérive des continents. On va parler de climat, fluctuations passées, actuelles, futures. On va parler d'amibes. Alors, on va parler surtout des gentils, pas celles qui nous rendent malades, parce qu'en général, quand je dis aux gens que je travaille sur les amibes, ils disent ouais, j'étais en Afrique, et puis non, c'est pas celle-là. Enfin, il y a des super amibes en Afrique. D'ailleurs, celle que vous avez vue sur la première dia, c'est une amibe africaine, mais c'est quand même pas celle-là qui vous rend malade. On va parler de biogéographie, donc c'est la distribution géographique des espèces, c'est une des thématiques qui m'intéresse beaucoup. Et puis, ben, on va parler de conservation de la biodiversité, et notamment se poser la question sur quelles espèces faut-il sauver, et puis bah, comment est-ce qu'on les choisit. C'est pas anodin comme question finalement. C'est un peu des questions d'éthique et de philosophie là derrière. Alors la première observation, c'est que en fait, dans des régions avec des termes, des climats similaires, des sols, etc., eh bien, on va trouver des espèces complètement différentes. Hein. L'exemple illustré ici, c'est l'ours polaire et les manchots. Et puis, bah, comme vous savez, les ours polaires, bon, on les retrouve au nord et les manchots au sud. Alors, petite anecdote en passant, dans un de mes cours à l'université sur la biologie sur les changements globaux et puis la biologie de la restauration, j'ai proposé aux étudiants de parler de certains problèmes actuels et puis de solutions possibles. Alors dans un étudiant ou une étudiante, je ne sais plus, avait évoqué la question bah, de la disparition programmée des ours polaires. Et puis comme solution possible pour éviter leur disparition, elle proposait ou il proposait de les introduire dans l'hémisphère sud, sur l'Antarctique. Alors une assez bonne idée pour l'ours polaire, mais une très très mauvaise idée pour tous les manchots par contre. Donc comme quoi, des fois les solutions, il faut quand même bien réfléchir avant de les implémenter. Voilà, alors quand on parle maintenant de Gondwana, eh bien c'est en fait la dérive des continents. Et puis ça c'est quelque chose que bah, tout le monde connaît, on sait que les continents n'ont pas toujours été à la même place, mais c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Cette théorie date d'à peu près un siècle, hein, pas plus. Alors cette carte est magnifique parce elle nous montre non seulement la position actuelle des continents, mais elle nous montre aussi la position des zones où la croûte océanique se forme, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dorsales océaniques. Et puis les différentes couleurs que vous voyez dans ce qui est en fait l'océan vous indiquent l'âge des différentes parties de l'océan. Donc là on voit que au milieu de l'océan Atlantique, par exemple, on a des roches jeunes, et puis plus on s'approche des continents, plus ces roches sont vieilles. Ça veut dire qu'évidemment, il y a eu une séparation qui s'est faite graduellement au cours du temps. On constate globalement qu'en fait, pas mal, par exemple, du Pacifique sont des roches relativement jeunes, océaniques donc, et donc tout ceci nous montre en fait une image d'une planète qui est très très dynamique en termes de position des continents. Donc ça, c'est quelque chose qui va bien sûr nous intéresser quand on parle de distribution actuelle des espèces. Les reconstructions paléogéographiques, ça vous donne ce genre d'image-là. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 225 millions d'années, on avait un supercontinent qu'on appelait la Pangée, enfin on l'appelait pas comme ça à l'époque parce que personne n'était là pour enfin les humains n'étaient pas là pour l'appeler comme ça. Mais donc on l'appelle la Pangée. Cette Pangée s'est séparée ensuite en deux sous-continents, la Laurasia au nord et puis le Gondwana au sud. Donc l'Eurasie, on voit que en gros l'Eurasie et l'Amérique du Nord, et puis le Gondwana, c'est le reste. L'Amérique du Sud, l'Afrique,
l'Inde, l'Antarctique, l'Australie. Donc toutes ces contrées-là étaient ensemble, étaient jointives à peu près il y a 150 millions d'années. Et puis, ceci, en fait, nous permet de comprendre la distribution actuelle de certaines espèces, mais surtout aussi la distribution de certains fossiles que l'on trouve dans ces différentes contrées. Et puis, finalement, les paléontologues avaient déjà remarqué qu'on trouvait certains fossiles de plantes et d'animaux qui avaient des répartitions qui semblaient assez absurdes. Comment se fait-il qu'on ait les mêmes fossiles en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, en Australie, alors que ces continents, finalement, sont aujourd'hui séparés par des milliers de kilomètres? Donc il y a toutes sortes de théories qui avaient été émises, comme quoi il y avait des ponts entre ces continents et que ces ponts avaient ensuite disparu sous la mer, avant bien sûr qu'on arrive à comprendre que les continents eux-mêmes ont bougé. On trouve également des espèces ou des groupes taxonomiques plus grands actuels qui ont des répartitions qui s'expliquent également par cette distribution ancienne des continents, notamment la famille des Notophagacées, c'est les hêtres du Sud, si vous voulez, qu'on va retrouver en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc voilà, c'est de nouveau des distributions. Il y a toute une série d'autres groupes qui ont des distributions similaires, des groupes d'insectes, des poissons d'eau douce, qui bien sûr n'arrivent pas à traverser l'océan, donc ils sont inféodés à des cours d'eau, et donc certaines familles de poissons, eh bien, on va les retrouver en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Australie. Et bien sûr des plantes à fleurs, et puis des grenouilles, des amphibiens bien sûr aussi ont de la peine à tenir longtemps dans l'eau de mer, enfin en gros ils ne résistent pas du tout, donc contrairement aux reptiles qui voyagent beaucoup plus facilement. Donc c'est aussi des groupes intéressants à étudier de ce point de vue-là. Donc voilà, donc ça c'est pour la distribution, la paléogéographie. Donc on va voir que bien sûr c'est des choses qu'on connaît pour des plantes, pour des animaux, comme on l'a vu. Et puis se posera la question de savoir pourquoi est-ce que je vous parle de paléogéographie alors qu'en fait je m'intéresse aux amibes. On va y venir dans un petit moment. Mais maintenant j'aimerais venir à cette deuxième question, c'est comment choisir finalement quelles espèces protéger. Sur cette image ici, vous avez toute une série d'espèces. Il y en a sur lesquelles tout le monde serait assez d'accord. On s'accorde assez facilement qu'il faut les protéger. L'éléphant, le manchot, le panda, le sabot de Vénus, le rhinocéros. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il faudrait les protéger. Le virus du Covid, par contre, je pense qu'on est moyennement d'accord sur la question. Les moustiques tigres, peut-être qu'il n'y a pas grand monde non plus qui se soucierait de sa conservation. Et puis, tout en bas à droite, là, je vous ai mis un truc que je trouve absolument fascinant. Ça s'appelle les chaetognates. C'est un groupe d'invertébrés marins qui ont vraiment une tête qui fait peur quand on les regarde comme ça de près. Puis, à leur échelle, ils font vraiment peur aussi parce que c'est en fait des sacrés prédateurs. Donc voilà. Alors, en fait, la question que je vous pose ici, c'est sur quelle base décidons-nous si une espèce doit faire l'objet de mesures de conservation? Est-ce que c'est parce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle a une fourrure douce, un regard qui vous inspire quelque chose? Est-ce que c'est parce que c'est une espèce rare? Ou bien est-ce qu'elle doit être utile, source de nourriture, source de médicaments? Est-ce qu'elle doit avoir une autre valeur, non monétaire, symbolique, religieuse? D'autres raisons peut-être? Finalement, on n'a pas forcément de critères extrêmement objectifs pour choisir comment protéger les espèces. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'on a tendance à se sentir plus proche des mammifères, des bêtes poilues comme ça, comme ce bébé phoque qui vous regarde, vous avez juste envie de le prendre dans vos bras puis de le caresser. Par contre, ici, sur cette image, vous voyez que les 99% des animaux, c'est surtout des invertébrés. Et puis, en général, à quelques exceptions près, peut-être quelques papillons et autres, eh bien, on ne se soucie pas tellement d'eux. Donc voilà, 1% des animaux reçoivent 99% de l'amour, alors que le 99% se partagent le reste. Donc voilà, si vous étiez en charge de récolter des fonds pour une organisation non gouvernementale comme le WWF, eh bien sûr, vous savez que le WWF a fait du panda son logo depuis bien longtemps. Et puis, effectivement, voilà, c'est un animal qu'on aime bien. Je pense que s'ils avaient choisi le chaetognate, ce serait un petit peu plus difficile de récolter de l'argent. Donc voilà, ça explique peut-être pourquoi ils ne le font pas.
Et alors, moi, je m'intéresse pas tellement. Enfin, les kétognaths, je trouve ça rigolo, mais c'est pas mon sujet d'étude. Les pandas, ils sont mignons, je veux bien, mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse non plus. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est les petites bêtes invisibles qui vivent dans les sols. Et il y a un demi-millénaire, Léonard de Vinci aurait écrit ou dit nous en savons plus sur le mouvement des corps célestes que sous le sol, sous nos pieds. Je ne sais pas si c'est une citation qui est véridique, mais elle est répétée, elle est répétée partout. Elle nous arrange bien. Et en fait, surtout, c'est assez vrai. C'était vrai en l'an 1500, c'est toujours vrai aujourd'hui. La biodiversité des sols reste une terre quasiment inconnue. On sait en tout cas maintenant ce qu'on savait peut-être pas en 1500, c'est qu'on sait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espèces qui vivent dans le sol. On mesure l'ampleur de notre ignorance. On a fait ce pas déjà, c'est déjà quand même pas mal, mais il reste encore beaucoup à décrire. Et en fait, donc la question par rapport à la conservation de la biodiversité, c'est est-ce qu'on devrait se soucier de la conservation des micro-organismes? Là, vous vous dites, ça y est, quoi, on n'arrive déjà pas à protéger les plantes et les animaux, puis ils nous proposent de conserver les micro-organismes. On n'est pas sorti de l'auberge, c'est peut-être pas faux. Mais en fait, la question qui se pose, la deuxième question qu'il y a là derrière, c'est est-ce que ces micro-organismes pourraient potentiellement être rares? Est-ce qu'ils pourraient même être menacés de disparition au même titre que les plantes ou les animaux? Euh, Est-ce que leur population ne serait pas tout simplement infinie ou quasiment infinie? C'est ce qu'on pensait, non? Euh, alors en fait, bon, pour commencer à répondre à ça, replongeons-nous peut-être dans l'origine de nos connaissances actuelles sur la diversité et la distribution des organismes vivants. Tout ceci commence par simplement la curiosité naturelle de l'humain pour l'exploration. Et en fait, là, je vous ai montré deux très anciennes cartes que j'ai trouvées intéressantes. La première à gauche, qui date du XIIe siècle, qui est en fait une carte d'un géographe arabe. Ce qui est une des premières choses intéressantes sur cette carte, si vous la regardez, c'est qu'en fait, elle est à l'envers, soi-disant, selon nos définitions, le sud étant en haut et le nord au sud, le nord en bas, pardon. Mais on voit que sur cette carte, le pourtour des pays de la Méditerranée est déjà relativement bien défini. On voit la péninsule arabique, etc. Donc il manque évidemment pas mal de choses, mais on voit déjà que certains contours de continents sont esquissés d'une manière assez correcte. Et puis la prochaine carte à droite, qui date du XVe siècle, là on voit vraiment la Méditerranée, la mer Noire, la mer Caspienne, qui a peut-être un angle un peu bizarre, mais qui a une forme à peu près correcte. Et puis on voit une partie de l'Afrique, on voit certaines parties du monde. Bien sûr que l'Amérique n'est pas sur cette carte, mais il y a déjà beaucoup plus de précision. Donc voilà, la cartographie, c'était une des choses ici. Et puis bien sûr, après, en allant explorer le monde, les gens ont commencé aussi à regarder un peu mieux les plantes et les animaux et se rendre compte en fait qu'il y avait vraiment toutes sortes de formes de vie étonnantes quand on changeait de lieu. Et donc, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait des éléphants en Afrique et qu'en Amérique du Sud, il n'y en avait pas, même si le climat était similaire, que là-bas, par contre, il y avait des rongeurs géants, les capybaras, etc. Donc, toutes sortes de contrastes entre ces régions, pourtant avec les mêmes climats. Et puis, un certain nombre d'explorateurs se sont rendus célèbres et ont contribué vraiment à l'acquisition de connaissances. Et un de mes préférés, c'est Alexander von Humboldt, qui était vraiment un personnage hors du commun. Et une des choses qui m'a beaucoup frappé avec cet explorateur, c'est que déjà en 1800, en allant en Amérique du Sud, il a eu ce regard, non pas uniquement d'explorateur et puis de compilation de biodiversité, mais également il a observé finalement l'impact des humains, des activités humaines sur l'environnement. Et il s'est rendu compte déjà en 1800 que l'exploitation, le défrichement de la forêt avait provoqué des modifications de l'hydrologie et du climat avec des conséquences négatives sur la fertilité des sols. On était en 1800. Il avait déjà compris que ce qui était en train de se passer n'était pas durable et qu'en fait, en gros, il faudrait commencer à réfléchir à notre manière d'exploiter cette planète pour être un peu plus durable. Si seulement on l'avait écouté en 1800, je pense qu'on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Mais voilà.
Si peut-être que vous avez entendu parler de ce livre, il y a un livre qui existe aussi en français sur ce personnage. C'est une lecture que je vous recommande absolument chaleureux, L'invention de la nature. C'est une journaliste américaine qui a écrit ce livre. Il est très très bien écrit et très bien documenté. Ça nous renseigne beaucoup sur cette époque assez cruciale. Voilà, alors maintenant, bon, les explorateurs ont documenté toute cette faune et cette flore, et puis ce qui gentiment commence à nous permettre de comprendre les facteurs qui expliquent la diversité des organismes à l'échelle mondiale, alors organismes du sol ou organismes en général. Et en fait, d'un point de vue académique, on va dire qu'on peut les distinguer on peut distinguer différents facteurs. On commence par les facteurs abiotiques, c'est-à-dire les facteurs qui n'impliquent pas la vie, c'est-à-dire la latitude, l'altitude, le climat, la nature du sol. Bien sûr que ceci va influencer la distribution des organismes. Alors, on a très vite compris qu'on pouvait cultiver de la vigne en Europe dans certaines régions, que l'olivier c'était un peu plus au sud, que par contre l'orge on pouvait en cultiver un peu plus au nord. Donc ce genre de limite était déjà bien connu depuis très longtemps. Et puis on a également des limites qui sont très faciles à voir dans nos paysages, comme la limite supérieure de la forêt. Alors c'est un peu biaisé chez nous parce qu'en fait elle a été modifiée pour gagner des pâturages d'altitude, donc ce n'est pas une limite qui est purement climatique. Sur certaines montagnes, oui, mais pas forcément partout. Et donc là, il faut un tout petit peu se méfier. Mais bon, globalement, on a quand même ici un facteur physique prépondérant. Et puis, les explorateurs, justement, dont Humboldt, en allant se balader dans différentes régions du monde, se sont rendus compte très bien qu'on avait en fait les mêmes étages de végétation partout, qu'on retrouvait de l'étage alpin en haut, puis en dessous eh bien, des forêts souvent de conifères, puis des forêts de feuillus, puis tout en bas, là où il fait chaud, encore plus chaud, pour autant qu'on soit dans des latitudes favorables, on trouvait des forêts sempervivantes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a frappé, et il s'est rendu compte, oui, qu'on retrouvait ces mêmes étagements, mais avec des plantes différentes. Mais il y avait un invariant, si vous voulez, c'était cette structuration verticale des milieux naturels. Et bien sûr que ces limites, la limite de la forêt, plus on s'approche de l'équateur, plus elle monte, jusqu'à 4000 mètres sur l'équateur. Par contre, si vous allez en Laponie, elle est à quelque chose comme 400 mètres d'altitude, et puis plus au nord, eh bien, il n'y a plus de forêt du tout. Et donc, en fait, on connaît ces distributions ce qu'on appelle des biomes, des grands types d'écosystèmes à la surface de la planète, avec des forêts tropicales de part et d'autre de l'équateur. Et puis quand on s'écarte de l'équateur vers à peu près 30 degrés de latitude nord au sud, on est dans les zones désertiques, qui s'expliquent par des circulations atmosphériques des masses d'air qui dessèchent les zones à 30 degrés et alors que sur l'équateur même, on a des pluies quotidiennes quasiment. Et on retrouve des zones plus humides à peu près à 60 degrés de latitude nord, puis de nouveau du sec tout au nord sur les pôles. Les pôles sont secs, ils sont tout blancs, on voit ces paysages pleins de glace, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau, elle est sous forme de glace d'abord, essentiellement, mais en fait il y a très très peu de précipitations, c'est des déserts froids. Donc voilà, ça c'est l'importance de ces facteurs physiques abiotiques. Puis ensuite, on a tous les facteurs biotiques, c'est-à-dire qui impliquent la vie, comme la prédation, la compétition, le parasitisme. Et donc, quand vous passez d'un type d'écosystème à un autre, eh bien, on peut deviner ou on peut comprendre ces différentes interactions. On n'a pas les mêmes genres d'organismes, on n'a pas les mêmes nombres d'organismes. Et donc, l'intensité des interactions peut être différente. Les types de plantes ou d'animaux, bien sûr, également sont différents. Donc voilà, et puis ensuite on a les facteurs historiques. Donc je vous ai parlé de la dérive des continents qui nous explique un certain nombre de distributions actuelles. Et puis on a également les glaciations. Alors les glaciations, vous savez qu'il y a à peu près une quinzaine de milliers d'années, on avait à peu près 1000 mètres de glace sur notre tête. On avait ces grandes calottes de glace sur le nord de l'Europe et puis les îles britanniques, les Alpes. C'était l'époque des grottes de Lascaux. On avait du renne en Europe et puis donc toute une faune comme ça de toundra.
Et en fait, donc, ces glaces ont fondu et ont libéré des terres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez ici la configuration de l'Europe du nord-ouest. On avait des grandes zones de terre à un moment donné qui étaient où on pouvait se déplacer. Sans doute qu'on avait des chasseurs de l'époque qui allaient se balader dans ces contrées. Donc si vous regardez la carte en haut à gauche, vous ne reconnaissez pas le paysage du tout. Et puis au fur et à mesure que le niveau de la mer est monté, eh bien, le paysage commence à changer. La ligne de ces continents commence à changer. Puis là, on commence à reconnaître la forme des îles britanniques, mais on pouvait marcher de l'Europe continentale aux îles britanniques. Et puis, on a ces zones comme ces îles de Doggerland, comme on l'appelle ici, une île assez grande qui est encore restée assez longtemps. Certainement que sur cette île, on avait des populations qui ont vécu, puis petit à petit, leur territoire s'est rétréci comme peau de chagrin. Et donc, on voit que la situation finalement actuelle de ces continents n'est qu'une situation temporaire, que au cours du temps, la connexion entre les continents a changé. Et ça, bien sûr, c'est très important quand on commence à réfléchir à la distribution des plantes et des animaux. Pensez par exemple à des poissons. Les poissons aujourd'hui, ils sont séparés. Les poissons d'eau douce sont séparés par la Manche ici. Ils ne peuvent pas passer des îles britanniques au continent européen. Mais il n'y a pas si longtemps, eh bien, on avait entre le Rhin et la Tamise, on voit ici, le Rhin et la Tamise se rejoignaient. Donc tous les poissons du Rhin et de la Tamise pouvaient migrer d'une rivière à l'autre, ou d'un fleuve à l'autre. Et puis, c'est pas fini parce que, comme vous le savez, le climat se réchauffe rapidement, ce qui veut dire que les glaces polaires fondent. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, on entendait parler d'un glacier en Antarctique qui menaçait de s'écouler très très rapidement, ce qui pourrait faire monter le niveau de la mer de quelque chose comme 3 mètres à l'échelle de quelques décennies. Donc imaginez le nombre de villes côtières et d'États insulaires qui sont menacés rien que par ça. Alors voilà, si tout fondait, en gros, à quoi ressemblerait l'Europe ? Donc les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, il y a un certain nombre d'endroits où il vaut mieux pas investir dans de la propriété en bord de mer actuellement. C'est fortement peu recommandé. Donc voilà, ça vous donne... je pense que personne de nous ne verra exactement ça, mais je pense qu'on est en train de se rendre compte que les choses vont peut-être aller un petit peu plus vite que ce qu'on pense ou ce qu'on craint. Donc on est en train de vivre une époque vraiment de grande angoisse. Mais maintenant, si on réfléchit en termes de biogéographie, de distribution des espèces, donc en n'allant pas aussi loin que la paléogéographie ou quand les continents avaient bougé, mais simplement en termes de connectivité entre les îles, les terres du monde, eh bien, il faut se rendre compte que, donc à l'époque glaciaire, il y avait toute cette zone que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a un certain nombre d'autres endroits où on pouvait passer, où les humains ou les animaux pouvaient passer facilement. Par exemple, le détroit de Bering était sec, donc tous les animaux ont pu passer de l'Eurasie à l'Amérique du Nord. Par exemple, le brochet, une espèce de poisson est commune, a pu remonter le Yukon. Du Yukon, à une époque, il y avait une connexion avec le Mackenzie par une rivière qui aujourd'hui passe dans le Mackenzie. Du Mackenzie, on avait ici le lac Agassiz qui drainait les glaces du nord de l'Amérique. Ce lac, il avait un exutoire aussi dans le Mississippi, puis dans le Saint-Laurent, ce qui fait qu'on trouve du brochet dans toutes ces zones-là, mais pas dans les rivières du sud de l'Alaska, parce que c'était protégé par une chaîne de montagnes. Donc on voit que ce genre de connexion explique en fait la distribution des espèces. En Asie du Sud-Est, ici, toutes ces îles étaient connectées. Les animaux pouvaient passer de Bornéo à Sumatra, etc., sans problème. La Nouvelle-Guinée était connectée à l'Australie, le Japon à la Corée, etc. Donc voilà, beaucoup de choses. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation en rouge, c'est finalement ce qui a dominé pendant le Quaternaire. Parce que les époques glaciaires, en fait, durent à peu près 90 000 ans.
Ça, c'est la période glaciaire. Et puis ça, c'est l'interglaciaire actuel, à peu près 10 000 ans. Donc on avait 90 000 ans en gros d'époque glaciaire, 10 000 ans d'époque chaude, 90 000 ans d'époque froide. Donc la situation actuelle avec toutes ces îles qui sont séparées des continents, en fait, c'est plutôt l'exception dans les 2 derniers millions d'années que la règle. La règle, c'est plutôt ça. Et quand on essaye d'expliquer la distribution actuelle des espèces, il faut quand même bien garder en tête cette image-là. Alors, quel est l'intérêt de la biogéographie dans le contexte actuel de crise climatique? Eh bien, comme vous le savez, le climat se réchauffe rapidement et donc on va avoir la montée du niveau des mers, on va avoir un certain nombre de changements aussi dans la distribution des écosystèmes, des biomes, et donc un certain nombre d'espèces auront le choix entre se déplacer et se déplacer relativement rapidement ou disparaître. Donc ça pose de grands problèmes dans la conservation de la biodiversité. Alors, pourquoi est-ce que l'étude de la biogéographie est utile dans ce contexte? Eh bien, nos autorités doivent prendre un certain nombre de décisions, protéger la biodiversité menacée par le réchauffement climatique, restaurer éventuellement des écosystèmes, ceux qu'on peut encore restaurer, qu'on aurait peut-être détruits, mais pas complètement, pour augmenter leur résistance au changement, anticiper les effets des changements climatiques sur les ressources, penser à la gestion des forêts ou bien l'agriculture, et puis bien sûr guider les politiques d'aménagement du territoire dans un contexte de changement climatique, c'est bien sûr quelque chose dont il faut tenir compte. Ok, mais les amibes alors dans tout ça, hein, quand même. Alors, les amibes, d'abord un peu de phylogénie, de classification du vivant. Nous sommes des eucaryotes, on a dans chacune de nos cellules un noyau avec des chromosomes. On partage cette caractéristique avec un certain nombre de groupes d'organismes dont les plus célèbres sont les champignons, les animaux et les plantes. Et puis pour beaucoup de gens, les eucaryotes, c'est ça, et puis pas grand-chose d'autre. Première chose à noter, c'est que les algues brunes, ici, ce n'est pas des plantes, c'est un autre groupe. Les plantes sont là, les algues brunes sont là. Donc rien à voir d'un point de vue de l'évolution. Ces deux groupes ont certainement un ancêtre commun, mais il faut aller le chercher à plus d'1 milliard d'années. Et puis ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de groupes ici qui sont indiqués. Il y en a peut-être une soixantaine ou une centaine. Et puis sur cette centaine de groupes, eh bien, vous en connaissez 3 ou 4. Puis tous ces autres groupes ont des noms à coucher dehors. Et en fait, tous ces autres noms, c'est ce qu'on appelle des protistes. Donc, en première approximation, tous les eucaryotes, c'est des protistes, et il y a quelques exceptions qu'on appelle les plantes, les animaux et les champignons. C'est comme ça que j'aime présenter les choses. Et puis vous allez me dire, ouais, mais bon, les plantes, les animaux, les champignons, c'est l'essentiel de la biodiversité. Je vous répondrai oui, de la biodiversité, mais que de la biodiversité connue. Parce qu'en fait, tous ces autres trucs sont extrêmement diversifiés, sauf qu'on ne les a pas beaucoup étudiés. Et donc, on commence à connaître leur diversité par des approches de séquençage d'ADN de l'environnement, mais en fait, on n'a de loin pas tout décrit. Donc, en fait, la majorité des grands groupes taxonomiques, en termes d'origine de groupes très anciens, sont des groupes qu'on appelle des protistes. Et ces groupes-là, c'est essentiellement des organismes unicellulaires. Donc la majorité de la diversité fondamentale des eucaryotes, c'est les unicellulaires. Alors maintenant, si on parle de ces unicellulaires, en fait, là-dedans, il y a des algues, il y a des groupes comme par exemple les diatomées ici, qu'on connaît assez bien. Il y a un certain nombre de groupes ici qui sont des algues, un certain nombre de groupes qui sont ce qu'on appelle des protozoaires, et puis il y en a d'autres qui sont un peu ni l'un ni l'autre, qui se comportent un peu comme des champignons, mais qui ne sont pas des champignons, comme les oomycètes. Le mildiou en est un. Donc maintenant, quand on parle des protozoaires, en fait, les protozoaires, ce n'est pas un groupe défini, c'est plutôt, comme je vous l'ai dit, il y en a un peu partout sur l'arbre, et on distingue 4 catégories. Les ciliés, qui eux sont vraiment un groupe, une des branches de cet arbre. Ils sont ici, les ciliés, où est-ce qu'ils sont? Ici, voilà. Voilà, donc ça c'est un groupe. Mais tous les autres, les 3 autres groupes, les flagellés, les amibes nues et puis les tecameubiens ou amibes à coquilles, on les retrouve à au moins 3 endroits différents de l'arbre. Mais bon, voilà. Donc il y a plein de formes différentes, de tailles et de morphologies différentes. Certains sont coloniaux, certains font des fructifications comme ça. Et puis donc vous avez certains groupes qui font des coquilles.
comme ceux-ci-là, et c'est ceux-ci qui vont m'intéresser. Alors, il y a effectivement quand même des amibes aussi pathogènes, y compris dans les sols, ça peut arriver. Donc, quand on étudie les sols, ce n'est pas totalement impossible qu'on se retrouve en contact avec certaines amibes qui sont souvent des pathogènes opportunistes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de vivre dans le sol. Et puis, si on leur laisse la chance de rentrer dans notre corps, elles peuvent se développer aussi et nous faire du mal. Donc ça, c'est assez malin, disons, comme stratégie, mais pour nous, ce n'est pas terrible. Il y en a d'autres qui sont des réservoirs d'agents pathogènes humains, comme la légionellose. Et donc, cette légionellose, c'est une bactérie, enfin, la légionellose, c'est une maladie causée par Legionella pneumophila, qui, elle, peut se loger dans une amibe, sans mourir. Donc, l'amibe va la manger en pensant qu'elle consomme quelque chose. La légionnelle ne se laisse pas digérer. Elle utilise l'amibe comme protection. L'amibe qui peut s'enquister et survivre au traitement chloré de l'eau, la légionnelle reste planquée dans son amibe et puis un jour ou l'autre peut se réveiller. Donc voilà, certaines amibes sont un peu comme les chevaux de Troie, qui transmettent comme ça potentiellement des maladies. Mais bon, a priori, les amibes que j'étudie, ces fameux Tecameubiens, ne font pas ça, c'est vraiment des gentilles. Mais elles ont quand même des bactéries symbiotiques, ça c'est possible aussi. Alors comme vous voyez, il y a toutes sortes de formes différentes. Esthétiquement, c'est quand même assez intéressant. On a des formes de soucoupes volantes, de bouteilles aplaties, en forme de virgule, certaines avec des cornes, des couleurs différentes, des ouvertures triangulaires, des plaques carrées. Il y a quand même une diversité morphologique assez impressionnante. Et puis, donc voilà, certaines de ces amibes produisent des coquilles en recyclant des éléments, ici des diatomées recyclés, ici également. D'autres sécrètent des plaques d'oxyde de silice. Et puis, donc voilà, d'autres en calcite. Donc on a toutes sortes de minéraux qui sont utilisés. Certaines recyclent des éléments minéraux qu'elles trouvent dans l'environnement. Et puis celles-ci, elles vont être prédatrices d'autres Tecameubiens. Et puis ensuite, elles recyclent les éléments sécrétés par ceux-ci pour faire leur propre coquille. Donc il n'y a aucune morale au sein de ce groupe. Certaines, enfin, ont des algues symbiotiques à l'intérieur de leurs cellules et sont donc à la fois plantes et animales, un peu comme les plantes carnivores sont des plantes devenues un peu animales. Là, on a des amibes qui, normalement, sont plutôt des prédatrices, mais qui vont aussi être capables de profiter de l'énergie solaire. Donc, c'est les reines du recyclage, voilà, recyclage de petits minéraux minuscules, parfois de cendres volcaniques, on trouve des choses assez épatantes, et puis là, de diatomées. Et alors, on peut identifier souvent encore ces diatomées, les spécialistes pourront nous dire, bah, tiens, c'est marrant, on a utilisé telle ou telle espèce, donc en regardant l'amibe, on peut dire dans quel milieu elle a poussé. Et puis, certaines font des coquilles avec des plaques ici à l'ouverture, des plaques buccales qui ressemblent à des dents de requin. Donc en microscopie électronique à balayage, c'est quand même assez épatant. Vu d'encore un peu plus près, c'est très esthétique. Et puis, parmi les choses intéressantes à noter pour ce groupe, c'est que c'est parmi les fossiles les plus anciens qu'on connaît. Ici, vous avez des fossiles de plus de 740 millions d'années qui ressemblent, à s'y méprendre, à des formes actuelles. Donc 740 millions d'années, c'est en gros 3 fois plus vieux que le Gondwana, ou que la Pangée même. Donc c'est vraiment c'est des roches extrêmement anciennes, c'est parmi les plus anciennes roches sédimentaires qu'on trouve. Donc voilà, alors maintenant, la question de la conservation des micro-organismes, c'est lié en fait à leur répartition mondiale. Est-ce qu'elles ont une répartition mondiale ou bien pas? Alors la question, c'est évidemment lié au vent, d'où la citation de Bob Dylan. Et en fait, on peut résumer la question de cette manière-ci. Il y a à peu près également un siècle, à peu près à l'époque où la théorie de la dérive des continents a été émise, les microbiologistes ont émis cette hypothèse selon laquelle chez les micro-organismes, tout est partout, mais c'est l'environnement qui sélectionne. Ce que ça veut dire, c'est que les micro-organismes, effectivement, sont très petits, sont très nombreux et peuvent être transportés passivement par le vent partout sur la planète.
La seule chose qui va déterminer si on les trouve ou non à un endroit donné, c'est est-ce que les conditions sont favorables. Donc voilà, ça c'était un petit peu le dogme, on va dire. Cette question, en fait, a donc des implications sur la conservation des espèces, comme on va le voir. Pourquoi? Eh bien, si tout est partout, si tous les micro-organismes sont partout, eh bien, c'est quasiment impossible qu'elles disparaissent parce que les populations sont totalement immenses. Donc, on ne devrait pas se soucier de leur conservation. Mais si tout n'est pas partout, par contre, alors c'est possible qu'il y ait des espèces très rares, possiblement endémiques d'une petite région, et alors il faut se faire du souci au sujet de leur conservation, parce qu'on pourrait les voir disparaître. Alors, petit et grand, c'est quoi la distinction? Eh bien, il y a une vingtaine d'années, les chercheurs ont publié dans Science un article en disant la limite est à 1 mm. Voilà, c'est clair, ça tombe bien, on est en système métrique. Et puis donc leur hypothèse, c'était la suivante, c'était voilà, en dessous d'1 millimètre, de façon très rapide, les organismes deviennent très très abondants, avec une capacité de transport très facilitée. Elles ont également des temps de génération très courts, et donc en gros, c'est pas possible qu'on ait de la biogéographie. Et puis, seulement, voilà, il y avait un certain nombre de faits établis, d'observations, qui ne collaient pas du tout avec cette idée-là. Et en particulier, chez les amibes à tech, chez les tecamobiens, on avait des exemples. Et le plus célèbre, c'est l'espèce que vous voyez ici illustrée à gauche, Apoderavas. Et ce qui est intéressant avec cette espèce, c'est deux choses. La première, c'est qu'elle a une répartition, comme vous voyez, essentiellement dans l'hémisphère sud, qui correspond à peu près parfaitement aux anciennes terres du Gondwana. Donc là, vous dire, tiens, c'est quand même marrant. Et puis la deuxième chose, ce qui est surtout très intéressant, parce qu'en fait, de prouver qu'un micro-organisme est présent quelque part, ben, si vous le voyez, vous savez qu'il est là. Mais de prouver qu'un micro-organisme est absent, c'est beaucoup plus difficile. De prouver l'absence des éléphants en Amérique du Sud, c'est assez simple. Mais de prouver l'absence d'une espèce d'amibe en Europe, c'est un peu plus difficile. Or là, on a une espèce qui est très caractéristique dans sa morphologie. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est absente précisément des régions qu'on a le plus étudiées. Donc là, en gros, vous allez vous balader en Patagonie, en terre de feu, etc. Vous prenez un échantillon de mousse ou d'humus de forêt, vous le regardez au microscope, vous avez en tout cas une chance sur deux de tomber sur cette espèce. Elle est vraiment très abondante. Dans les mêmes types de milieux, dans l'hémisphère nord, dans nos latitudes, vous n'allez jamais la trouver. Donc on a cherché, on ne l'a pas trouvée. Donc voilà, c'est quand même assez convaincant, comme là on a une absence qui est convaincante. Et puis après, d'autres exemples ici avec des répartitions encore plus petites sont illustrés. Une espèce ici en Chine et puis en Corée, une autre espèce ou un groupe d'espèces ici qui sont que dans la partie atlantique de l'Amérique du Nord. Donc avec à chaque fois des morphologies très faciles en fait à reconnaître. Donc on a des cas bien documentés d'espèces qui ne sont pas cosmopolites. Et puis, alors pour un peu plus tordre le cou, ou disons évaluer la question de la distribution, du potentiel de dispersion passive de ces amibes, eh bien, avec un collègue qui était en séjour sabbatique, on a utilisé un modèle de circulation atmosphérique. Donc c'est des modèles qui sont utilisés pour pouvoir prédire, par exemple, si vous avez une éruption volcanique en Islande qui donne donc un grand panache de fumée avec beaucoup de cendres, dans quelle direction ces cendres vont se disperser, par exemple. Ou bien de la pollution atmosphérique, des aérosols ou autres. Et donc, en fait, ces modèles existent. Et en fait, vous avez la surface de la planète qui est découpée en petits carrés, et puis chaque carré est découpé en tranches verticalement. Donc, vous imaginez le nombre de petits carrés que ça peut faire dans un modèle mathématique. Et en fait, vous pouvez modéliser sur une année les flux de vent. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça va à gauche, à droite, vers le nord, le sud, l'est, l'ouest? Et donc, on peut dire, ben voilà, on a une particule qui a une telle taille et une telle densité. Et donc, cette particule, avec cette taille et cette densité, elle va tomber dans la colonne d'air à une certaine vitesse. Et puis, si elle est très petite et très légère, elle va tomber tout doucement. Puis, s'il y a un petit courant d'air qui monte, eh bien, cette particule va rester dans l'atmosphère, puis va se balader plus loin. Puis, si elle est plus grosse, bah, elle va tomber plus vite. Il faudra vraiment
beaucoup de vent pour qu'elle puisse être transportée beaucoup plus loin. Donc on a fait l'exercice ici avec 4 tailles de particules, 9, 20, 40 et 60 micromètres. On ne pouvait pas aller au-dessus parce que le modèle n'était pas configuré pour ça. Puis on a testé ça avec 4 endroits différents. Mexico à la surface, comme si un vent violent soulevait des poussières à la surface de Mexico. Mexico à 6500 mètres d'altitude. On s'est dit on va leur donner un coup de main, on va mettre une quantité infinie d'amibes de 9 mm à 6500 mètres d'altitude au-dessus de Mexico. Et pareil à Tierra del Fuego, en surface et puis en altitude. Puis on a regardé ce que ça donnait. Alors comme vous voyez, les petites particules jusqu'à 20 micromètres traversent assez facilement l'Atlantique et de Tierra del Fuego peuvent être transportées jusqu'à peu près en Afrique du Sud ou comme ça. Mais dès que vous arrivez à 40 ou 60 micromètres, eh bien, leur capacité de dispersion est fortement réduite. Donc ça, c'est un enseignement intéressant, d'autant plus que la fameuse espèce qui nous intéresse, eh bien, elle fait à peu près 150 micromètres. Donc quand on voit la diminution de potentiel de dispersion entre 40 et 60, on se dit qu'à 150, elle va vraiment, vraiment pas aller très loin. Oups, là, ce que j'ai fait. C'est bloqué. Là, il réagit plus. J'ai dû bloquer quelque chose, je sais pas. Ah, non, okay. J'ai sorti, puis on va se remettre dedans. On va se défendre. Ah mince, pardon, t'étais revenu, j'avais pas vu, je croyais qu'on était... Spoil, fermez les yeux. Attends, je te laisse faire. Non, mais là, il m'aime pas. Hein. Non, mais c'est les flèches sur le côté, en fait. Là, ça marchait. Ah, ou alors c'est celle-là qui fait bugger le truc. Ah, il y en a peut-être une qui... Maintenant, ça marche plus. Il veut plus, non, non. Merde. Ah. Attends, je vais essayer de chercher le... Celle-là, elle fait bugger un peu le truc, donc peut-être tu la remets pas en plein écran. Ah, mais parce que c'est celle-là qui... Enfin, celle sur laquelle on était, je pense qu'elle... Alors celle-là, elle ne voulait pas. Ah non, mais parce que... Ouais, ok. Ouais, il y en avait une ici que je voulais montrer. Bon, c'est pas grave, on va... Ouais, il y a peut-être autre chose, mais c'est bizarre. Ok, je pense qu'à partir de celle-là, ça devrait aller. Ok, donc, pardon pour cette interruption. Donc en fait, vous l'aurez compris, cette espèce est un cas d'école pour la biogéographie des micro-organismes. Et en fait, donc voilà ici les endroits où on l'a trouvée, plus précisément. Hein, donc vous avez plein de coins en terre de feu par là, mais aussi sur des montagnes d'Afrique, des îles péri-antarctiques, en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, etc. Donc elle a été trouvée dans pas mal de coins différents. Et en fait, sur la base de ces observations, aujourd'hui, vous avez des modèles, vous pouvez télécharger des bases de données, puis pour chaque coordonnée géographique, vous pouvez obtenir des données climatiques modélisées, température moyenne annuelle, précipitation, etc. Il y a toute une liste de variables. Et sur la base de ces variables, connaissant donc la distribution géographique d'une espèce, un certain nombre de points, vous pouvez construire ce qu'on appelle un modèle de distribution climatique, une modélisation de niche climatique. Vous avez peut-être assisté à la présentation d'Olivia Rusconi il y a quelques années. Je pense qu'elle avait dû parler de ça, parce qu'en fait, c'est avec elle que j'ai fait ça. Elle a fait la même chose pour la distribution du sabot de Vénus en Suisse, pour comprendre, sur la base de la distribution actuelle, quelles étaient les conditions climatiques nécessaires pour le sabot de Vénus, et donc où est-ce qu'on pourrait la trouver aujourd'hui, et puis ensuite, avec le réchauffement climatique, quels seraient les endroits qui seraient favorables dans le futur. Puis quand elle m'a montré ça, je lui ai dit, oh, c'est vraiment génial. Et puis je lui ai dit, mais en fait, tu pourrais faire ça à une échelle un petit peu plus grande, genre la biosphère totale.
Et puis, elle m'a dit, bah oui, techniquement, on peut tout faire. J'ai dit, OK, deal. Alors, on est parti sur ce projet. Donc, moi, j'ai compilé toutes les données de la littérature, ce qui est un travail assez conséquent, parce qu'il fallait éplucher beaucoup d'anciens articles et corriger pas mal de choses. Et puis ensuite, donc, Olivia a fait ce travail. Et donc, elle a constitué un modèle de distribution géographique basé sur la niche climatique de cette espèce. Et là, ce que vous voyez sur cette carte, c'est en bleu les régions qui sont favorables. Tout ce qui est bleu et puis turquoise, c'est les endroits qui sont favorables. Alors on retrouve évidemment dans l'hémisphère sud la Patagonie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, donc là pas de souci. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que là les îles britanniques sont super favorables. C'est bleu, hein. Et donc là où vous dites, ok, c'est intéressant parce que c'est précisément dans les îles britanniques qu'il y a le plus de gens qui ont regardé les Tecamibes depuis plus de 2 siècles. Donc là, de nouveau, on est vraiment conforté dans l'idée que si elles ne sont pas là, c'est qu'il y a quand même un problème. Avec l'idée, disons, que tout serait partout chez les micro-organismes. Donc, elle n'est pas là-bas. Et puis, alors, il y a des trucs sympas. Si vous regardez l'Afrique, c'est assez rouge, mais il y a quand même un certain nombre de points qui correspondent en fait aux régions montagneuses. Et puis là, vous voyez que par exemple les montagnes de Madagascar, eh bien, ce sont des zones favorables. J'ai eu la chance d'aller en 2019 dans le sud de Madagascar pour retrouver mon ami Sébastien Wolauser, qui est là-bas depuis plus de 20 ans. Et puis, on a fait une expédition, on est monté sur une montagne, enfin, c'était toute une aventure. Moi, j'ai pris mon petit microscope de terrain avec, et puis, lors de quelques pauses, eh bien, j'ai pris des petits échantillons, j'ai regardé, et puis j'ai fait cette photo avec mon microscope et mon téléphone portable, et puis j'étais très, très content. Accessoirement, si j'ai pu faire cette photo, c'est parce qu'un des porteurs, un de nos guides avait oublié on avait 3 poulets vivants avec nous pour nous nourrir, puis il avait oublié son poulet à l'endroit où on avait dormi, donc il avait dû retourner en arrière. Donc 1 heure de marche retour, et donc moi j'ai eu le temps de sortir mon microscope. Chaque fois qu'il y avait un bug comme ça, je sortais mon microscope, donc c'était pas mal du tout, quoi. Donc il faut remercier l'oubli du poulet. Voilà. Donc en fait, on connaît les besoins climatiques, si vous voulez, de cette espèce. Et en fait, avec ce même modèle, on peut dire, ah mais maintenant si on prend les conditions climatiques du maximum glaciaire, à l'époque où on avait, on pouvait aller à pied en Angleterre, etc., quelle aurait été la distribution potentielle de cette espèce? Et là, vous avez la carte, ici en haut, de cette distribution. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, on avait une distribution beaucoup plus vaste. Et maintenant, souvenez-vous, ça, c'est 90% du temps, en gros, du quaternaire. Donc, dans les 2 derniers millions d'années, on avait cette situation-là 90% du temps, et puis cette situation-là, la situation présente, à peu près 10% du temps. Donc, on avait potentiellement des populations beaucoup plus grandes et puis des zones beaucoup plus grandes. Et puis après, qu'est-ce qui se passera dans le futur? Eh bien, on va évidemment pas vers le beau pour une espèce qui aime quand même plutôt le froid et l'humidité. Et donc, on va voir sa distribution fortement déclinée. Donc, si on regarde maintenant l'équivalent de l'Europe, on sait qu'elle n'est pas en Europe, mais juste pour fixer les idées. Donc, pendant l'époque glaciaire, on en avait plutôt dans le sud de l'Europe, en gros, puis la façade atlantique. Et puis, dans le futur, eh bien, ce serait au Spitzberg et en Islande, et puis dans le nord de l'Écosse, qu'on serait le plus favorable. Maintenant, l'Afrique, c'est très intéressant de regarder ici. On avait vraiment une assez bonne répartition potentielle en Afrique dans le passé, qui a fortement réduit, mais on retrouve quand même pas mal d'endroits dans les montagnes, Kilimandjaro, Kenya, les hautes montagnes, les hautes terres d'Éthiopie, etc. Et puis dans le futur, on voit que ça se réduit pas mal. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est que maintenant je sais où je dois aller pour échantillonner, parce qu'il y a plein de coins ici super intéressants où aller échantillonner ou bien établir des contacts pour se faire envoyer des échantillons. Et la dia qui n'a pas marché, c'était en fait une dia qui vous montrait une étude que j'aimerais faire avec cette espèce, mais l'équivalent qu'on a fait dans l'hémisphère nord sur une autre espèce qui vit dans les tourbières et qui, en fait, on a fait donc une étude sur toutes les tourbières du nord, de la Russie, de l'Europe et puis de l'Amérique du Nord, et on a découvert qu'une seule espèce morphologique, en fait, c'était 14 espèces différentes qui avaient des répartitions bien définies.
et surtout très diversifiée en Amérique du Nord, et on pense qu'en fait, son origine, c'est la côte ouest de l'Amérique du Nord, et que de là, elle a colonisé le reste du monde. En fait, on a très peu de diversité en Eurasie, on a beaucoup de diversité en Amérique du Nord. Donc là, avec cette espèce-ci, je suis à peu près certain qu'on va avoir aussi un certain nombre d'espèces morphologiques sans doute aussi, mais certainement génétiques à décrire. Donc voilà, pour gentiment conclure, devrions-nous nous soucier de la conservation des micro-organismes? Donc la question c'était, les micro-organismes peuvent-ils être rares? Eh bien oui, tous les micro-organismes ne sont pas partout, j'espère que vous êtes convaincus de ceci maintenant. Des espèces de micro-organismes pourraient-elles être menacées de disparition au même titre que les oiseaux ou mammifères? Eh bien certainement oui. Des espèces endémiques d'une petite région et vivant en plus dans un milieu très spécifique peuvent très bien disparaître. Parce que bien sûr que ces espèces ont chacune, tout comme les plantes, les animaux, leurs préférences. Les espèces que vous trouvez au centre d'une tourbière, ce n'est pas les mêmes que vous allez trouver dans une hêtraie, par exemple. Et donc les populations ne sont pas infinies, parce que comme on a vu comme vous n'avez pas pu voir, mais la diac n'a pas marché, une espèce morphologique peut en cacher 10 ou plus, et chacune de ces espèces génétiques peut avoir une répartition très restreinte. Donc voilà. Avec ça, j'en ai terminé pour cette excursion dans le monde microbial.